heures, la nuit est à vous sur Europe 1. 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour parler de vous, de vos doutes, de vos peurs, de vos émotions, de vos rêves. La ligne est ouverte au 39 21. Asiba et Julie vous y attendent, ainsi que Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et si une histoire vous donne envie de réagir, vous pouvez à tout moment composer le standard d'Europe 1, 39 21. Vous pouvez également nous écrire sur internet europe1.fr ou nous envoyer vos messages au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous voulez me parler d'une relation que vous avez depuis 7 mois, je crois, avec une femme que vous avez rencontrée via un site internet. Tout à fait. Et en fait, j'ai eu plusieurs échecs dans ma vie. Après des longues histoires ou des un peu plus courtes, on va dire. Oui. Un petit peu déçu de ne pas avoir trouvé, entre guillemets, mon idéal féminin, puisque moi j'attendais toujours le grand amour. Je suis un grand romantique du fait de mon métier, puisque je suis artiste. Donc je chante, j'ai beaucoup d'émotions à travers... je transmets beaucoup d'émotions à travers le chant. J'ai beaucoup acquéri de l'émotion à travers des artistes que j'aimais bien. Et j'ai grandi avec pas cette fragilité, mais cette sensibilité-là, qui aujourd'hui se retrouve dans ma vie de tous les jours. Et donc il y a 7 mois, j'ai rencontré une personne sur un site internet, en ne croyant plus d'ailleurs rencontrer quelqu'un, puisque sur les sites internet j'étais assez déçu. J'ai rencontré une personne qui était, on va dire finalement, qui est apparue comme la personne qui arrivait au bon moment, avec tout ce qu'il fallait pour que je puisse être un homme heureux, sentimentalement parlant, et puis pouvoir établir à l'avenir une vie de famille, parce que j'ai 39 ans, je suis célibataire, jamais marié, j'ai jamais eu d'enfant. Oui. Et donc le but, c'est aussi dans ma vie de parvenir à cette union-là et à faire un enfant avec une femme que j'aime. Alors ça paraît peut-être un petit peu démesuré aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent plus forcément comme ça et qui sont peut-être un petit peu à l'inverse. Mais j'ai toujours été comme ça. Il y a des personnes comme vous qui ont envie, heureusement, de vivre une histoire d'amour, des histoires d'amour, et d'avoir une relation comme ça, c'est vrai de construire. Enfin, je pense que vous n'êtes pas le seul. Hein, bien sûr. Non, mais quand je dis ça, c'est pas vous. péjoratif. C'est que j'ai eu des moments de vie qui m'ont fait voir que finalement il y a des gens qui qui cherchaient plutôt l'inverse. Et on dit souvent que la nature humaine, c'est de faire ce qu'on n'a pas, et on voudrait ce qu'on n'a pas, et quand on a, on voudrait faire l'inverse. Donc finalement, j'ai rencontré cette personne qui a tout plein de bonnes choses qui m'ont plu tout de suite. On s'est vus, on n'habite pas la même ville. Donc il y a une distance, on va dire moyenne entre nos deux villes, et en fait on s'est vus, on s'est rencontrés une première fois, on s'est plu, l'histoire a commencé, et puis petit à petit il y a des choses qui arrivent, c'est-à-dire que c'est une personne qui a des contacts comme tout le monde, et moi en fait plus mes sentiments deviennent grands, plus ma peur devient grande de perdre la personne. Voilà, c'est-à-dire que là, j'ai la certitude dans mon cœur, dans ma tête et dans mon être, de me dire que c'est la bonne personne. J'en suis convaincu, je lui ai dit. Et en fait, si vous voulez, j'ai développé un état de confiance qui m'a été un peu brisé par quelques petites choses de la vie courante qui, moi, prennent de l'importance alors que ça ne devrait pas. Dites-moi. Des coups de téléphone de personnes masculines qui les appellent, qui ont pu éventuellement, ne serait-ce qu'en amitié, ou voire peut-être plus pour elles,
pour ces personnes-là vouloir quelque chose, et moi ça me fait paniquer. Donc du coup, on a eu 2-3 petits clashs entre nous. Récemment, il y en a eu un qui a été... Mais pourquoi ? Parce que comment l'avez-vous su déjà qu'elle a des appels d'hommes ? Parce que je lui ai posé la question. Ça a été fait devant moi la première fois. Donc du coup, j'ai paniqué. Bon, la première fois au début, elle en a pas tenu rigueur parce que elle a vu que ça m'avait juste un petit peu, on va dire, ennuyé. Et puis après, il y a eu des petites choses comme ça, des petits SMS, des petits... Et j'ai senti qu'à la fois, elle n'était pas à l'aise et à la fois, elle voulait pas m'en parler parce que aussi, elle avait peur que je sois pas à l'aise à cause de ça. Donc du coup, elle a commencé un petit peu à cacher ça. Ben oui, mais si elle sent que effectivement vous voyez des problèmes là où il y en a pas forcément, voilà. C'est normal qu'elle vous cache, voilà. qu'elle commence à vous cacher des choses si elle sent que ça va être source d'embrouille. Voilà. Alors du coup, je suis tombée. Parce qu'après tout, cette jeune femme, elle a une vie avant de vous rencontrer, oui. Et elle a le droit d'avoir des amis masculins et même pourquoi pas d'avoir gardé des contacts après tout avec certains de ses ex, oui. Sans que ça vous mette en transe. Et le souci que je peux avoir aujourd'hui, enfin moins maintenant parce que j'ai commencé à faire un travail sur moi et qui est vraiment important que je fasse parce que j'ai vraiment l'impression que si je le fais pas, je vais la perdre et j'en ai pas envie du tout, bien au contraire. Donc du coup, je me suis fait force pour me dire voilà, je prends les choses en main et donc je vais y arriver. Donc ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des choses que moi j'ai fait. C'est-à-dire j'ai été jusqu'à avoir des codes confidentiels pour aller voir qui elle avait appelé, pour aller voir qui était en relation avec elle. J'ai été jusqu'à chercher ses contacts dans un carnet parce que j'avais cette boule au ventre qui me démangeait, qui me rongeait. Et j'ai voulu avoir la certitude de me dire cette personne est viable. En fait, si vous voulez, j'ai besoin... Viable ou fiable ? Les deux. Alors, c'est la relation qui serait viable. Oui. Non, mais elle peut pas l'être. Je vous arrête tout de suite, Hervé. Elle peut pas l'être si vous êtes dans cet état de tension, oui. Et de stress, et oui. Si vous n'arrivez pas à faire confiance. Oui. Parce que vous avez commencé, vos premières paroles, c'est j'ai eu beaucoup d'échecs. Et donc, ça donne le sentiment que vous démarrez, vous avancez dans une histoire en faisant porter vos échecs passés, vos amertumes, vos déceptions. Or, une relation, on doit l'aborder on devrait pouvoir l'aborder avec un regard neuf. Tout à fait. Or là, vous êtes rempli. Vous en avez quand même conscience, mais rempli de peur, rempli d'angoisse, oui. Au point que ça vous fait, vous voyez, commencer à fouiller, à aller chercher ses codes, à voir avec qui elle communique. Oui. C'est très oppressant, ça. Tout à fait. Vous pouvez pas, voyez, le lapsus que vous faites, est-ce qu'elle est viable, cette personne? C'est la relation, en fait. Pour que la relation soit viable, il faut pas que ça soit étouffant et oppressant comme ça. Il faut que vous la laissiez respirer et il faut que vous lui fassiez confiance. Alors, pourquoi cette jalousie? Est-ce que par le passé, vous avez été trompé? Oui, il y a eu des choses, il y a eu des choses qui, si vous voulez, je suis une personne entière qui donne tout. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce que j'ai dit, c'est que j'ai des amis à qui j'en ai parlé. J'ai dit voilà, moi je suis quelqu'un qui, c'est une image un petit peu absurde, mais c'est comme quand vous achetez une voiture, il y a un contrat de garantie, vous voyez. Et ben moi en amour, il faudrait quelque part que c'est comme si c'était à vie. Voilà, c'est ce que je dis. J'aime pas le mot fin. J'aime pas pouvoir penser que ça peut s'arrêter. J'aime pas ça. Et en fait, finalement, je me rends compte que quand je suis tellement bien avec une personne, et là, je lui ai dit que c'était la femme de ma vie, parce que c'est la première fois que je le sens vraiment comme ça, parce que physiquement, parce que sa simplicité, parce que ces petites choses de la vie,
parce que... Dites-moi, parce que Hervé, oui. vous m'avez dit que vous étiez un très grand romantique et vous me dites finalement, vous voyez, l'histoire d'amour, avec cette femme, là, c'est comme avec les voitures, je voudrais que ça soit à vie. Non, Déjà, comparer une Non. femme avec une voiture, Non. une histoire d'amour, avec, vous savez comment ça finit les voitures, c'est jamais Non, à oui, vie, bien ça, sûr. ça finit à la casse, une Non, voiture. c'est Donc, pas la bonne image. Non, En fait, il faut image. Vous voyez, il faut revoir Oui. un peu votre image parce qu'une voiture, on la garde pas à vie. Hein. Mais c'est pas, Bon, si vous voulez, ça c'est pas le finit symbole de mal la- en général les relations avec une voiture. Bon, Non, mais bien alors sûr. on n'a pas une garantie à vie et dans une histoire d'amour, Hervé, on n'a Oui. pas une garantie à vie. Et si Voilà. on part avec cette optique-là, que c'est pour la vie, que c'est à vie, eh ben c'est mal barré parce que effectivement l'autre ne nous appartient pas. Oui. Et justement, une relation d'amour, ça se cultive. Parce que si on croit que c'est acquis, c'est là où on tombe de très haut et c'est là où l'autre commence à foutre le camp. Vous voyez, c'est là où tout nous échappe. Ouais, Donc alors on peut pas être toujours sur le qui-vive, parce que Non. vous êtes toujours comme ça, vous êtes dans une méfiance, dans un qui-vive, et en même temps, vous voudriez que ça dure à vie. Or, un homme et une femme, ou deux hommes et deux femmes, bon, dans la relation d'amour, c'est si vous voulez deux personnes qui vont se choisir à un moment donné, mais qui peuvent évoluer différemment tout au long d'une vie, et qui peuvent, heureusement, l'un et l'autre, décider parce qu'ils ont évolué différemment, parce que leurs sentiments ont évolué, de se quitter, de se séparer. Ouais. C'est ce qui fait aussi le charme, d'ailleurs, de la relation d'amour. Ouais. C'est que l'on se choisit et qu'on peut à un moment décider, parce qu'on n'est plus en phase, parce que le cheminement n'est plus compatible, de se quitter. Tout à fait, ouais. Et Alors, vous avez été trahi dans une histoire passée, il y a quelque chose en vous qui reste blessé, qui reste meurtri, et c'est là-dessus qu'il faudrait travailler. Vous me dites que vous avez commencé ah oui, un oui, j'ai travail commencé, ouais. pour ne pas le faire peser, comme vous êtes en train de le faire, sur cette histoire nouvelle et sur cette jeune femme qui n'est en aucune façon responsable de cela. Bien sûr. C'est ce que dit Brigitte, elle dit pas d'amour sans risque. Oui. Il faut prendre le tout. Oui. Parce que si vous voulez pas risquer votre mise, c'est comme au jeu. Oui. Vous vivrez rien. Oui, c'est vrai. En fait, c'est ma nature peut-être d'impatient aussi de réussir le bonheur qui fait que je veux me garantir, en fait. C'est ça, en fait. J'ai l'impression toujours de vouloir me garantir. Oui, mais on ne prend pas une assurance. Oui, oui, bah Vous oui. voyez, c'est pas, vous prenez pas en amour, c'est pas comme une assurance sur la vie, une assurance, peut-être, vous voyez. Mon côté matérialiste qui fait que, en fait, j'ai comblé un manque longtemps Oui. par mon côté matérialiste. Bon, moi qui fais de la musique, j'ai acheté beaucoup de matériel de musique pour travailler. Je vis dans un confort Oui. qui est bien. Je vais pas me plaindre, mais si vous voulez, à côté de ça, peut-être que le cheminement pour arriver à être plus zen dans ma tête, c'est justement de me laisser un peu d'air et respirer et voir. Je me suis souvent reproché de vivre des fois trop dans le passé et trop dans le futur et pas assez dans le présent. Ben vous le gâchez, le présent, parce que vous êtes dans une appréhension, c'est-à-dire qu'il y a le passé, ce que vous avez vécu, ces échecs qui sont très présents en vous, et vous anticipez l'avenir, mais sur fond d'angoisse. Oui, c'est ça. Oui. Donc ça vous gâche complètement ce que vous êtes en train de vivre dans le présent. Mais alors qu'au début de la relation, je pensais pas du tout à ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, mes sentiments, moi, un petit peu, plus j'ai les sentiments qui grandissent, plus je me sens étouffé moi-même parce que j'ai j'ai cette boule au ventre d'angoisse qui à la fois me ronge et qui la ronge. Mais oui, forcément, parce que ça ne garantit rien. C'est-à-dire que vous allez essayer de tout contrôler. Voilà. De contrôler, le plus possible sa vie, surveiller son portable, surveiller son accès à Internet, surveiller. Ouais. Mais plus vous contrôlez, finalement plus on cherche, plus on trouve. On finit par trouver, mais on trouve ce qu'on cherche, enfin ce qu'on. Pas forcément. On tombe des fausses pistes, mais on interprète. On interprète tout en fonction de ses angoisses finalement. Voilà. Donc ça ne fait que accentuer l'angoisse.
Et donc, vous êtes de plus en plus piégé, de plus en plus malheureux, vous rendez l'autre malheureux. Oui. Et c'est pour ça qu'à un moment, la relation, elle finit par ne plus être possible. Donc, si vous Alors, voulez, je reçois un petit message d'ailleurs de Pauline là, par SMS au 739-21 qui dit il faut absolument que vous pratiquiez le lâcher-prise si vous voulez garder et sauver cette relation. Il y a Olivier, le patrouilleur, qui dit essayez d'être plus naturel. Alors faites-vous confiance parce que les femmes aiment les hommes romantiques. Et puis il y a Daniel qui dit attention avec cette histoire de zéro risque et parce qu'il dit pourquoi pas satisfait ou remboursé, vous voyez dans la logique. C'est ça avec la garantie. Mais si vous voulez, c'était pas dans cette optique-là que je pensais à ça. Oui, bien sûr. C'était dans le sens où c'est une certitude en fait. Mais oui, vous aimeriez avoir des certitudes. Mais voilà. Le problème c'est que vous aimeriez être rassuré, sécurisé, mais oui. Ce qui est important, c'est que vous vous sécurisiez vous, parce que vous pouvez pas demander à cette jeune femme de vous rassurer. C'est trop lui demander. Quel type de travail vous faites sur vous? J'ai été voir un magnétiseur. Et puis je vais prendre rendez-vous avec quelqu'un qui fait de la psycho, qui est un psychiatre en fait ou psychologue, pour connaître la raison de on va dire ce mal qui peut être là. Cette insécurité, je sais que les artistes en règle générale ont toujours cette faille un peu là. Ouais, enfin le côté artiste ça abonde aussi, parce que vous voyez. Non mais quelque part. Ça veut pas dire que parce qu'on est artiste, on doit être artiste maudit et rater sa vie amoureuse. Ah bah non, bien sûr que non. Bon. Non, bien sûr. Mais j'ai des tas d'amis qui sont dans ce métier et qui réussissent quand même. Sinon, vous pouvez lui écrire une chanson pour retenir votre belle. Mais enfin, bon, vous voyez, ça suffira pas si à côté de ça vous l'espionnez. Donc, non, bien sûr. Non, mais on peut pas faire le bien et le mal en même temps. Voilà, donc vous pouvez, c'est pas mal que aussi vous alliez en parler comme vous le faites, comme vous faites avec moi un peu ce soir. Vous commencez à le faire et que vous ayez un endroit pour parler de cette angoisse qui vous ronge là. J'ai quelqu'un parce qu'il a des raisons d'être. Oui, voilà. En fait, c'est de savoir pourquoi cette appréhension, pourquoi cette angoisse. Oui. Avant d'accueillir Pierre, je vais vous lire 2 mails là qui arrivent pour vous, Hervé. Il y a Domi qui nous dit « Je peux témoigner pour le cas présent. Quand on commence à fouiller dans la vie privée de sa compagne par excès de jalousie, ça ne peut pas marcher. Le manque de confiance ne marche pas avec l'amour. J'ai connu ça avec un homme dont j'étais pourtant éperdument amoureuse, mais à cause de ça, on a dû rompre. Une jalousie sans aucune cause pourtant. » Alors Domi, ça sera avec plaisir. On aimerait bien vous entendre, mais vous nous avez pas laissé votre numéro de téléphone. Donc soit vous nous appelez au 3921 et on vous accueillera avec plaisir. Il y a Orchidée également qui dit attention car toutes vos peurs vont la faire fuir. Laissez-la libre. C'est encore le meilleur moyen de la garder et de la respecter. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Merci de vous être arrêté. Vous étiez sur la route et le témoignage d'Hervé vous a donné envie de réagir. Donc merci d'être avec nous. Oui, ça m'a donné l'envie de réagir parce que je reviens d'ailleurs sur quelques mots que vous avez dit là tout à fait à la fin de la conversation là. C'est que il faut faire très très attention à mon sens dans une relation quand on est en plus au début d'une relation, même d'ailleurs après. C'est que finalement, quand on a une incertitude dans une relation, on peut commencer à vouloir trouver des motifs qui vont un petit peu donner des arguments à cette incertitude. Et finalement, à force de chercher, on peut trouver des motifs, quels qu'ils soient, c'est-à-dire des motifs qui peuvent être alors peut-être un jour, effectivement, la raison qui fait que on peut mettre en doute la relation, et puis d'autres motifs que l'on prend comme très importants, mais qui ne le sont pas finalement, c'est-à-dire un numéro de téléphone de quelqu'un qu'on ne connaît pas, un petit SMS, un mot quelque part, et alors ça ne s'arrête plus. Parce que et puis de toute façon en trouver un, on veut en trouver un autre. Et qu'est-ce qu'on veut vérifier finalement? On veut vérifier que peut-être, et là c'est un petit peu ce que je ressens dans ce que là vous avez présenté, c'est que peut-être vous attendez tout d'abord que elle peut-être vous montre autant d'attachement que vous lui portez. Et peut-être que tant qu'elle ne vous aura pas montré ça,
effectivement, vous serez dans une telle incertitude et un peu dans une relation qui serait un peu unilatérale, on va dire, ou un peu à sens unique, où vous aurez des raisons de vous dire bah oui, mais alors elle a peut-être une relation avec quelqu'un d'autre, ça c'est peut-être pas fini, mais effectivement elle a eu sa vie avant, et puis peut-être qu'elle n'est pas au même stade que vous. Là vous êtes, en fait vous en avez pas trop parlé, mais il faudrait-il savoir peut-être à quel stade elle est aussi elle de l'attachement, l'amour, les sentiments. Il y a beaucoup de sentiments qu'elle vous porte. Il y a beaucoup de sentiments parce que il y a eu 2-3 à cause de mes doutes. Il y a eu 2-3 petits moments où elle en a eu marre et elle a fait comprendre que il fallait faire attention et si ça continuait, ça serait terminé. Jusqu'à il y a pas très longtemps, c'est-à-dire la semaine dernière, où il y a justement eu ce grand moment qui est arrivé, enfin ce malheureux grand moment qui est arrivé où elle a décidé d'arrêter pur et dur la relation. Et en fait, moi, ayant pris bien conscience de mon problème, on va dire, puisque c'est à mon avis un problème, qui n'est pas pour moi un problème incurable à partir du moment où j'ai envie de y arriver, j'ai renoué contact et la décision a rechangé. Donc elle est fière je pense j'ai senti qu'elle était fière de mon parcours et de mon parcours, de mon travail que j'ai commencé. Et je pense qu'à partir du moment où je lui ai montré que j'étais conscient de ce que j'avais fait et de ce que je voulais plus faire et du travail que j'ai commencé à faire, parce que le dire c'est bien, mais comme on disait, le faire c'est mieux. Je pense que là la relation est repartie. Et c'est vrai que moi je me sens mieux depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire récemment là, à faire le travail sur moi. Et je me sens dans un petit peu mieux. Je me sens mieux, moins d'appréhension, moins de poids sur moi. J'essaie d'analyser un petit peu le travail que j'ai à faire pour pouvoir vraiment continuer cette relation qui pour moi. Donc vous êtes toujours ensemble là. Pardon. Allez-y Pierre. Oui. Oui. Ce que je pense, c'est que même justement, des fois, dans ces moments-là où de toute façon on ne peut pas, je pense que quand on montre l'attachement à quelqu'un, c'est aussi le respect des relations que cette personne peut avoir, c'est-à-dire des relations je sais pas, cette personne elle travaille, elle a des relations, une vie sociale et tout. Oui, voilà. Donc ça, et je pense qu'il faut plutôt justement montrer qu'on a plaisir aussi à partager des moments avec quelqu'un qui n'est pas à 100% quelque part soumise à vous et au point de ne pas ni recevoir de coups de téléphone ni quoi que ce soit, et peut-être même un peu jouer de ça, c'est-à-dire finalement montrer que c'est quelque chose qui fait partie d'elle et puis qui ne vous dérange pas. Si tant est, bien sûr, je mets de côté ce qui pourrait être suffisamment, visible pour vous faire alors avoir de gros doutes. Ça, je mets ça de côté. Mais dans la vie avec quelqu'un et dans le début d'une relation, il faut montrer même à la personne que on prend comme elle est finalement, avec ses coups de fil, avec ses petits défauts, ses qualités, et tout ça, il faut peut-être plutôt le prendre de manière globalement positive. Et là, peut-être que même d'elle-même, elle vous préservera des moments un peu plus encore dédiés à vous, où elle vous sentira que vous n'êtes pas à guetter. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire pour une personne que de sentir que quand le téléphone sonne, le visage de la personne en face change. Parce qu'il y a tout de suite, quelque chose de lourd qui s'instaure et il y a une confiance qui tombe. Et là, quand cette confiance tombe, finalement, il se passe très très peu de choses parce que voilà. Et ça, il faut plutôt le tourner en positif. C'est-à-dire, essayez plutôt de rassembler
et de la voir peut-être, voilà, telle qu'elle est. C'est important. Et En d'autant tout cas, plus qu'il n'y ait pas de suspicion, parce que Oui. c'est vrai qu'il peut pas y avoir d'amour sans confiance. Et sinon, enfin, il faut réfléchir aussi à ça, parce que c'est plus de l'amour, c'est de la possessivité derrière, et c'est quelque chose. Elle est là, elle est pas là pour calmer vos angoisses et peut-être des angoisses d'abandon, une insécurité trop grande. Pour conclure, je vais vous lire le mail aussi de Chaudron de la Barre qui dit non, votre quête n'est pas démesurée, elle est peut-être trop idéalisée aux encoignures et très excessive. Vous avez parlé, vous étiez en quête d'un idéal féminin, et là il y a des choses effectivement à travailler, parce que quand on dit idéal, si cette femme représente votre idéal, quand on se rapproche de son idéal, on est souvent terriblement angoissé. Donc là, il y aura lieu de travailler, à mon avis, là-dessus. Chaudron de la Barque poursuit en disant « Il semblerait que vous soyez dans l'idéalisation de l'être aimé au point que vous ne l'envisagez pas dans sa totalité, et j'ajouterai dans sa réalité, mais uniquement comme l'objet de votre amour, un réceptacle qui finit par être une obsession. Continuez à mener votre barque en direction de la guérison. Et puis en amour, il n'y a pas de loi ni de garantie. Chaque rencontre est unique, chaque histoire et chaque fin aussi. Je vous souhaite vraiment de trouver une forme d'apaisement. Bonne nuit à vous. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir pris la peine de vous arrêter. Bon courage Merci à vous. pour votre Merci, analyse. Pierre. Bonne soirée. Très intéressante. Au revoir. Merci. Au revoir. Un message de Cathy qui dit « Pourtant, là où il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'amour. Oui, certes, mais entre l'inquiétude des premiers temps où on se dit « Est-ce que cet amour est partagé ? Est-ce que peut-être il ou elle ne va pas me quitter ?» et la suspicion, la méfiance, là, il y a quand même une marge de manœuvre. Bonsoir Alice. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très contente de vous parler là. Je vous écoute souvent. Merci d'être à l'écoute. Eh oui, alors ce soir, je vous appelle pour vous parler de ma petite belle-fille qui a 9 ans. Voilà, vous êtes la compagne du père, hein ? Oui, c'est ça. oui. Et je trouve ces derniers temps qu'on aborde un cap avec elle qui est que je trouve un peu dur sur sa petite personne là. C'est-à-dire ? Je trouve qu'on se focalise pas mal sur ses défauts, sur les défauts, et puis sur son physique qui s'arrondit là, qui est un petit peu ronde depuis quelques temps là, et ça se cristallise beaucoup là-dessus. On parle de régime, on parle de. Oula, à 9 ans ? Bah ouais. Donc, ah oui. Bon, moi je trouve que, déjà avant j'étais un peu qui toujours. On parle, c'est qui les parents surtout. D'accord, plus c'est quand vous dites les parents, c'est les deux parents, le père et la mère ? Oui, les deux parents. Ils sont parce qu'en général c'est souvent les mères qui focalisent sur les régimes. La maman, on voit... au départ, c'est vrai que moi quand je suis arrivée, que j'ai commencé à vivre avec le papa, il y avait des habitudes alimentaires que lui avait mis en place ici quand il avait ses enfants qui étaient un petit peu qui étaient pas super saines. Donc moi j'ai remis un petit peu l'équilibre diététique, quoi. Disons que j'ai apporté les légumes, les fruits, les yaourts, on a viré les crèmes, puis les parce gâteaux, qu'il n'en tout mangeait ça. pas. Disons qu'ici, lui, il était un peu dans la facilité, dans le surgelé, voilà. Mm-hmm. Et j'ai commencé un peu à m'intéresser au régime alimentaire des enfants, parce que moi, j'aime bien, je trouve que c'est nécessaire que les enfants aient une bonne alimentation, quoi. Et j'avais remarqué que du côté de la maman, c'était pas suivi tout à fait pareil. Mais bon, après ça, moi, je pouvais rien faire. Mais c'est-à-dire que la maman aussi n'avait pas forcément une alimentation équilibrée en légumes, fruits et tout ça. Non. Oui, mais alors c'est du coup c'est radical de pas être attentif à une alimentation équilibrée et puis tout d'un coup de parler de régime. Voilà. Enfin, c'est peut-être, ou c'est le médecin, c'est le pédiatre qui parle de régime. Mais alors d'autant plus si c'est pas le médecin. Là, il y a pas très longtemps, elle s'est rendue compte que effectivement sa fille, elle épaississait quand même.
Oui. Mais pour moi, ça, c'est ce que j'avais remarqué en arrivant il y a déjà quelques années et que moi j'ai mis en place ici en disant il faut un régime alimentaire équilibré parce que sinon on va dans le mur et puis après c'est trop tard. Après, sinon les enfants, évidemment, si vous les laissez faire, ils peuvent manger un kilo de bonbons. Enfin, c'est un peu logique aussi. Hein. Les enfants, c'est aux parents d'éduquer à. Non, l'enfant, il va manger tout le paquet de gâteaux ou tout le paquet de bonbons. Voilà, enfin, ça s'apprend. Hein. Ça fait partie de l'éducation aussi. Moi j'étais pas trop pour certains produits, pour le goûter ou des trucs que je trouvais vraiment trop sucrés, qui n'étaient pas nécessaires. Moi j'ai essayé d'apporter ça, donc le papa m'a entendu, on a essayé un petit peu de mettre ça en place, et puis là dernièrement, ça y est, la maman a commencé à voir que sa fille, effectivement, elle était un peu en surpoids, quoi. Et la petite, elle se retrouve au régime maintenant. Mais un régime est-ce qu'il n'y a pas derrière une prescription du pédiatre c'est pas suivi, c'est les parents eux-mêmes qui le font. Apparemment, ça la maman nécessite un suivi quand même, et l'avis d'un médecin. Enfin, je veux dire, parce que on voit de plus en plus, malheureusement, surtout chez les petites filles qui commencent très tôt comme ça à surveiller leur alimentation, alors qu'ils peuvent, parce qu'elles étaient parfois un petit peu rondes, ou les mères, souvent les mères, qui les mettent au régime parce que elles-mêmes, les mères, sont obsédées par leur ligne, par leur silhouette, et donc ça se répercute sur la petite fille qui imite sa maman, ou parce que la mère elle-même commence à surveiller sa fille jeune, et on peut voir comme ça après des dérives et des anorexies chez des enfants, ce qu'on ne voyait pas, ne voyait pas, ce qu'on voyait pas, ce qui était très minoritaire. Moi, c'est ce que il y a toujours eu d'anorexie chez les enfants, mais c'était très minoritaire. Or, on en voit de plus en plus. Ouais, c'est un peu ce que je redoute parce que. Donc c'est toujours à risque de faire. Oui, c'est pour ça que moi, là, ces derniers temps, j'essaie d'un peu alerter le papa en lui disant mais. Attention, parce que là, elle la met aux tartines de blé complet le matin, alors que jusqu'à présent, c'était les miel pops je ne veux pas dire de marque, mais c'était des céréales très sucrées le matin. Oui. Et puis, depuis quelques temps, là, ça y est, la petite, elle se retrouve aux tartines, alors que les deux, trois autres enfants de la maison continuent sur les céréales sucrées. En plus, c'est ça, si les Donc, autres elle se retrouve la seule fille, elle se retrouve un petit Surtout peu... que c'est absurde, parce que le matin, elle pourrait... c'est là le matin où on peut bien... déjeuner. Enfin, vous voyez, le matin, elle pourrait s'autoriser à avoir un bon petit déjeuner. Alors, effectivement, il y a des céréales où on dit, c'est très bon les céréales, alors que vous avez raison de dire qu'il y a des céréales qui sont beaucoup trop sucrées. Mais peut-être que de passer comme ça de céréales à tout d'un coup à ces tartines, alors qu'il y a les frères et sœurs qui sont, eux, qui continuent à manger les céréales sous son nez. Bon. En tout cas, ça se fait pas sans un avis médical. Mais je pense qu'elle est suivie parce qu'il a fallu la peser et la mesurer pour faire la courbe. Donc moi, j'ai fait ça ici. Et elle est pas sotte, quoi. Elle voit bien que ça fait déjà, moi je sais depuis qu'elle est toute petite, elle a été un peu repérée comme étant gourmande et ayant une petite propension à être un petit peu un petit peu ronde, mais ça se fait en douceur chez les enfants. Mais fait pas des régimes. À 9 ans, c'est ce que j'allais dire, et surtout chez les petites filles. Il faut être très très prudent. Moi, c'est pour parce que surtout, souvent, elles peuvent s'allonger justement au moment de la puberté. Enfin, il faut être vigilant, quoi. Moi, j'ai vu sa sœur aînée, elle était pareil, elle était assez ronde jusqu'à ses 9-10 ans. Elle s'est allongée là, maintenant elle a 13-14 ans. Avec la courbe de croissance. Elle s'allonge après. Donc, je trouve en ce moment qu'on cristallise quand même un petit peu beaucoup sur elle. Comment sont les parents ? La mère, elle est comment, elle, physiquement ? Elle est pas maigre, sa maman. Elle est pas maigre. Elle a des formes. Mais elle est pas forte non plus. Non. D'accord. Elle a pas de surpoids. Elle est pas une allure normale. Non. D'accord. Le papa, lui, aurait tendance à être un petit peu rond, lui. D'accord. Voilà. Et il fait pas de régime, lui. Il essaie de faire attention parce que lui, s'il fait pas attention, il a tendance à vraiment grossir quand même. Donc lui, il fait un peu attention, quoi. D'accord. Donc lui, déjà, il faut vraiment qu'il. Oui, mais lui, c'est un adulte. Donc on n'a pas la même attitude déjà sur un adulte. Vous voyez, les régimes chez les enfants.
Et moi j'ai peur, je sais pas. Moi quand je suis avec elle, je suis pas du tout. Moi je la laisse tranquille avec ça. Elle mange et puis. Bon, et comment réagit-elle justement, elle? Bon, elle sait, voilà, elle sait ce qui est. Bon, en même temps, je leur dis, je leur explique pourquoi il y a certains produits tout faits. Par exemple, si on veut manger un gâteau, on va le faire à la maison nous-mêmes. Bon. Et ils vont participer et on va faire le gâteau, les muffins, on les fait à la maison. Ça c'est bien en plus, c'est agréable, c'est un moment. Ah ouais, puis elle adore ça. Même, elle est là, elle a presque envie de le faire toute seule. Elle adore ces moments-là et même à la limite, après, elle mange même pas les gâteaux qu'on a fait. Hein. Mais au moins, elle a eu du plaisir à le faire, c'est un moment de partage. C'est d'accord. Moi, je la vois pas tout le temps courir au placard quand elle est avec moi, qu'elle est occupée, qu'on est ensemble. Je peux même rater l'heure du goûter, elle va pas. Oui, parce qu'il serait important de voir pourquoi elle a pris du poids là. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe peut-être? Pourquoi même si vous dites ça a été toujours une enfant un petit peu ronde, mais qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, vous voyez, qu'est-ce qui fait? Parce que la nourriture, on sait que c'est quand même. C'est un substitut à beaucoup de choses. Oui. Ça peut être compenser moi, y a des manques, de l'ennui ou de il y a beaucoup de choses dans la nourriture. Hein, donc pourquoi en ce moment elle aurait pris plus de poids? Moi je dirais que elle n'est pas plus axée sur la nourriture qu'avant. D'accord. Seulement, on se focalise plus en ce moment sur ça. Alors pourquoi? Donc ça peut majorer le problème de se focaliser sur ce problème. Oui, parce que comme vous dites, on peut veiller à ce qu'elle ait une alimentation plus équilibrée en variant, et comme vous dites d'ailleurs, même avec si elle aime bien en plus cuisiner, en l'aidant à participer, avec et puis en faisant en sorte que les repas, ça soit joli, son assiette, elle soit joliment décorée, faire attention qu'il y ait plus de légumes, plus de fruits, plus de choses comme ça. Je l'ai laissée dans la cuisine à midi, elle a voulu commencer à faire une salade toute seule. Elle a quasiment tout cuisiné. Je la surveillais, j'étais pas très loin, mais elle s'est très bien débrouillée dans la cuisine, elle était très sûre d'elle. Ah oui, à 9 ans. Ouais. C'est un futur chef, là. Mais c'est ça, oui. En plus, elle est pleine d'initiatives et d'envie, de plaisir d'offrir aux autres en plus. Parce qu'elle nous a fait ça très bien. Elle a bien installé la table, elle a tout fait. Et elle nous regardait après au moment où on a découvert le plat, qu'elle avait bien installé, elle avait bien préparé tout, quoi. Et on a tout mis après dans les assiettes et elle nous regardait manger ce qu'elle avait préparé. Et j'avais l'impression qu'elle était vraiment satisfaite au moment où nous, on était avec elle à partager ce qu'elle avait fait. Elle est plus dans cette énergie-là que vraiment de vouloir aller chercher un truc à manger dans la cuisine, aller se cacher dans sa chambre et le manger. Au contraire, elle est toujours avec nous et jamais elle est là à se faufiler pour aller prendre un morceau de pain. Est-ce qu'elle fait, il y a Ninon qui dit, plutôt que de finalement focaliser aussi sur la nourriture, est-ce qu'elle fait une activité physique qui lui plaît? D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des activités, il me semble qu'elle fait du sport chez sa maman, elle fait aussi de la musique. Et après ils vont au centre aéré. Enfin, c'est des enfants qui sont très occupés, quoi. Il y a ça aussi. Hein. Moi, j'aime bien quand les enfants s'ennuient un peu. Et elle n'a pas tellement de temps de s'ennuyer, en fait. Elle est très très occupée. Quand elle rentre le soir de l'école, elle a encore une activité souvent. Et c'est vrai qu'ici avec moi, elle a du temps sur elle, du temps pour elle, et moi je l'accompagne dans ce temps pour elle. J'ai l'impression que quand on est ensemble, elle se retrouve elle et forcément, enfin à mon sens, les enfants ont besoin de regard d'un adulte sur eux pour s'apprendre eux-mêmes, quoi. Enfin, c'est ce que je pense. Donc je suis contente quand elle vient un peu s'ennuyer avec moi, qu'elle me dit je m'ennuie. Alors je lui dis tu restes, tu t'ennuies avec moi, et finalement elle s'ennuie jamais longtemps parce que
Parce qu'elle dessine et puis elle me pose des questions qui lui viennent et puis on échange et puis... Oui, parce que ça l'amène à finalement à trouver, elle, à quelque chose à s'occuper. Alors que vous avez raison de dire c'est bien que les enfants puissent s'ennuyer aussi un peu parce que ça les amène à trouver par eux-mêmes, en eux-mêmes, la façon de s'occuper. Ça développe l'imaginaire aussi. Là où finalement trop d'enfants aujourd'hui ont des emplois du temps de ministres. C'est vrai, mais dans eux, leur jour libre, ils ont activité sur activité, enfin comme leurs parents finalement. Ils ont des emplois du temps, ils sont surbookés et ils n'ont pas une minute à eux. Or, il y a du temps, parfois du temps comme ça, un peu où on flâne, ou du temps où on s'ennuie. Mais quand on s'ennuie, comme vous dites, parfois, voilà, on va prendre une feuille, on va dessiner, on va rêver, on va s'inventer des jeux. Parfois elle me laisse et elle part toute seule et elle monte dans sa chambre et puis je la retrouve, elle a installé tous ses Playmobil, elle fait des trucs et elle n'est pas là en train de me dire j'ai faim ou je veux manger, ou elle n'est pas du tout. C'est pour ça que moi j'ai l'impression un petit peu de la connaître sous un jour vraiment très lumineux, quoi. C'est-à-dire que je vois vraiment comme elle est, quoi. Et je la vois pas à travers ça là en ce moment. Et enfin ça me fait un petit. Enfin moi je suis un peu mal à l'aise avec ça et du coup, j'ai l'impression de faire un peu résistance et en face des parents, là, et bon... Et alors, il y a Brigitte qui pose une question de quand date la séparation de ses parents et comment elle a supporté ? Ouais, la séparation, elle avait peut-être 3 ans et demi, 4 ans. D'accord, donc elle en a 9 aujourd'hui, donc c'est pas lié à ça. Elle n'a pas commencé à grossir à ce moment-là. Non. Non, je crois pas. Non. Moi, quand je l'ai connue, oui. Mais c'est pas une enfant grosse, hein. Enfin, pour moi, c'est une enfant. Non, normale, je dis à grossir, à prendre du poids. On va dire. Oui. J'ai pas dit qu'elle était grosse. C'est pas. Bon. Non. Évidemment, je pense que ça restera. Bon, évidemment, un grand vide, hein, quelque chose d'immense, qui est difficile, mais bon, le papa est quand même très très présent dans leur vie et quand ils viennent ici, ils sont chez eux, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas la vie du papa avec sa compagne et les enfants qui arrivent. Bon, en tout cas, vous êtes très très proche d'elle, c'est ce que dit Sergio, en disant qu'elle a de la chance d'avoir une belle maman très attentionnée, très gentille. C'est vrai que moi, ce qui m'a frappé dans le mail que vous m'avez envoyé, c'est que vous n'en parlez pas, donc je vais quand même en parler pour vous, mais parce que vous la décrivez comme une petite fille très vive, je reprends vos mots, hypersensible, intelligente, curieuse et réfléchie, et vous dites que là, ce que vous entendez des parents, surtout à travers son père, puisque vous êtes la compagne du père, eux voient une fillette menteuse, voleuse, impertinente, goulue, maladroite et même souillon. Ah ouais, c'est dur. Hein. Alors, j'ai votre mail sous les yeux. Alors, vous n'en parlez pas. Je suis un peu surprise que vous n'en parliez pas là, mais parce qu'on tourne autour de la nourriture, mais enfin, ça peut jouer quand même sur aussi. C'est pour ça que je vous demandais pourquoi la petite fille mange. Bon, alors je suis un peu parce que on dirait que on parle pas de la même enfant. Vous voyez, entre l'image que vous avez, vous, de cet enfant et ce que vous décrivez de ce que semble-t-il, d'après vous dire, les parents de leur fille, quel qualificatif ? Pourquoi disent-ils d'elle qu'elle est menteuse, voleuse, impertinente, goulue, maladroite et souillon ? On peut en rajouter, là ? Mais parce que c'est... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Dernièrement, avec le papa, on a eu un échange où il a été... il s'est vraiment trouvé pas bien du tout, parce que je l'ai mis en face de ça en lui disant mais comment est-ce que vous pouvez avoir... Comment est-ce que vous pouvez avoir ce regard-là sur votre fille, quoi ? Enfin, c'est vrai que en face de ces enfants-là, moi, depuis le début, il y a des choses que moi j'ai soutenues, que j'ai défendues, où je les ai vraiment valorisées. Vous avez des enfants vous-même ? Non. D'accord. Non, j'ai pas d'enfants. Mais la maman, c'est vrai qu'elle est assez dure. Moi, je trouve
ça va au-delà de dur parce que je sais pas là, il y a un tel hiatus entre les deux images que vous donnez. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on parle pas de la même enfant. Ouais, mais c'est pour ça que moi parfois je suis un c'est ce qui me met un peu mal à l'aise. En même temps, j'ai envie de dire, il est important pour cet enfant de pas que vous soyez pas non plus trop en porte-à-faux avec ses parents. Ouais. Par rapport à l'éducation qu'ils donnent. Ouais. C'est-à-dire que pour un enfant, c'est hormis si vraiment, je ne sais pas, quand on est dans des cas de évidemment, un enfant qui aurait à subir des maltraitances. Hein. Bon. Bah oui, non, mais là, bon. Mais sinon, si vous voulez que quand on est un membre de la famille, et qui plus est, le beau-père ou la belle-mère, il est important de ne pas contester ouvertement, devant l'enfant, j'entends, l'éducation que donne son père ou sa mère. Ouais. Parce que ça met l'enfant en porte-à-faux et c'est critiquer finalement son père ou sa mère. Non, ça je le fais pas parce que je veux pas que ça lui retombe dessus déjà. Bon. Et puis moi, quand j'ai ces discussions-là, c'est vraiment avec le papa une fois qu'on se retrouve tous les deux. Et souvent, très souvent, je suis d'accord parce que sur les valeurs et sur l'éducation, il y a rien à dire. C'est simplement quand on se retrouve tous les deux, son interprétation à lui et ce qui me redit de ce qui se passe chez la maman, c'est dans ces termes-là, c'est-à-dire comment ils en parlent. Et quand on est mais il est d'accord avec son ex-femme alors. Apparemment, comme lui, il entend ce qu'elle lui dit. Et moi, je lui dis mais il faut pas que tu prennes pour argent comptant. Oui, mais lui, comment voit sa fille ? Comment voit-il sa fille ? Et c'est là où je pense qu'il est un petit peu perdu. C'est que il y a moi qui lui donne une vision, puis il y a la maman qui. Oui, mais lui, il n'a pas sa propre vision. Exactement. C'est ce qui quand même interroge. Il la voit aussi, sa fille. Vous avez une vision de cet enfant et lui, il en a pas. Il la regarde pas, il la connaît pas, il n'a pas établi un lien avec elle. Voilà, c'est ça. Et ça pose question quand même. Ouais, le lien est très difficile. Pourquoi ? Je sais pas pourquoi. J'ai essayé d'en parler avec lui et effectivement, il m'a dit c'est vrai que j'ai du mal. Il a du mal. Et moi, Mais pourquoi il a du mal avec cet enfant ? Je pense qu'il reconnaît pas mal de la maman dans la fille. Et du coup, les travers de la maman, je pense qu'il craint de les retrouver dans sa fille. D'accord, donc peut-être quand il dit, les qualificatifs qu'il donne, c'est en fait, il parle de son ancienne compagne. Donc c'est peut-être de ça dont il faudrait lui faire prendre conscience en disant attention, elle n'est pas à l'image de sa mère. Ce n'est pas la copie conforme de sa mère. C'est vrai, et en plus elle ressemble beaucoup à son papa. Et dernièrement, je lui fais remarquer très souvent qu'ils ont les mêmes attitudes, ils ont les mêmes regards, ils ont les mêmes façons de faire. Ils sont alors peut-être tous les deux. Vous pouvez, outre le fait que c'est là où c'est important aussi d'avoir le regard d'un beau-père, d'une belle-mère, parce que vous forcément vous avez aussi et c'est positif. Finalement, vous avez moins d'attentes. Même si vous avez beaucoup d'affection pour cet enfant, vous avez moins d'attentes par rapport à elle que peuvent l'avoir des parents souvent. Parce que des parents, consciemment ou inconsciemment, un enfant peut être là parfois pour réparer quelque chose de leur histoire ou de l'estime d'eux-mêmes ou pour flatter leur narcissisme. Alors s'ils ressemblent pas tout à fait ou physiquement ou de par certaines qualités à ce qu'ils espéraient, à ce qu'ils attendaient, ça peut, ça peut un peu les blesser ou au contraire ça les valorise. Mais mais il y a pas très longtemps, j'ai réussi à les avoir tous les deux dans la même pièce et j'ai profité d'une chose qu'elle a dite
pour rebondir dessus et dire tiens, mais ça me fait penser à quelqu'un cette réflexion. Et c'était que des choses positives. Et j'ai fait entrer son père dans le jeu en disant et quoi d'autre encore que tu fais bien et que tu trouves qu'elle fait bien aussi, ta fille. Et devant elle, il a joué le jeu et il est venu à elle en disant ça, elle le fait très bien et quand elle est comme ça, moi je suis comme ça aussi et j'aime bien être joyeux ou j'aime bien me promener ou j'aime bien il disait des choses qu'il aimait faire et dans lesquelles il se retrouvait et il la retrouvait elle comme lui. Et j'ai vraiment senti un progrès, une ouverture entre deux où il la voyait, où il la rejoignait, où il lui trouvait une ressemblance avec lui, quelque chose de positif. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de travail, que c'est pas quelque chose d'évident, qu'il y a une relation. Oui, mais c'est pas évident parce que il y a certainement une relation conflictuelle avec la mère de cet enfant. Comme vous dites, il assimile peut-être malheureusement cet enfant à sa mère, donc il y a quand même un travail de distanciation à faire. Pour qu'il puisse. Et puis il est peut-être pris aussi entre votre vision à vous et celle de sa compagne qui est très différente, sachant que peut-être aussi que la mère de cet enfant a une vision d'elle-même assez négative. C'est possible aussi, et qu'elle aussi qu'elle projette sur sa petite fille, parce que des parents qui n'ont pas confiance en eux-mêmes ont du mal évidemment à donner confiance à leur enfant. Vous touchez juste parce qu'il y a des infos là que je donne pas spécialement pour pas donner trop de. Mais c'est ça, c'est une maman qui est très anxieuse. Oui, des parents qui sont très anxieux, qui manquent beaucoup d'estime d'eux-mêmes, vont le transmettre, vont avoir du mal à parler aussi de leur enfant positivement. Donc vous pouvez. Et encore une fois, il s'agit jamais d'accabler le parent. Les parents font ce qu'ils peuvent. Et vous avez aussi cette distance, même si vous avez beaucoup d'affection pour elle, parce que vous n'investissez pas avec la même charge affective, malgré tout. Oui, c'est vrai. Il y a moins d'attente. Voilà, il y a moins d'attente. Et donc, finalement, ça met moins de pression sur les épaules de cet enfant. Ça laisse une plus grande liberté dans la relation. Et c'est une grande chance pour elle. Comme pour vous. D'ailleurs, vous finalement aussi, ça laisse de la liberté dans la relation. Oui, c'est vrai. Mais donc c'est là où un beau-père ou une belle-mère, ça peut être une très bonne chose quand il y a une grande complicité. Voyez, à partir du moment où chacun est respectueux de la place de l'autre et ne cherche pas à se substituer. Mais c'est vrai que parfois pour moi c'est difficile parce que là je la vois grandir et je la vois et vraiment je sens en elle qu'il y a vraiment des moments et elle se plaint pas spécialement, elle vit ça et elle vient pas, elle parle jamais de sa maman en disant ma maman elle est méchante, elle m'oblige à faire ci ou ça. C'est à travers des choses qu'elle dit comme ça. Et moi je pose pas de questions. Vous l'aiderez d'autant plus en ne renvoyant pas que sa maman, justement, ne rentrant pas là-dedans, en disant, tu sais, ta maman, elle fait ça aussi parce que peut-être que, tu sais, justement, en renvoyant toujours quelque chose de plutôt constructif. Vous l'aiderez d'autant plus parce que parler de sa maman en positif, c'est aussi lui renvoyer une image d'elle positive. Attention à ça. Ça je le sais parce que c'est important. J'en parle très souvent en lui disant, il faut que tu écoutes maman. Si maman elle a dit ça, il faut que tu entendes. Voilà. Alors c'est ce que dit Brigitte, c'est difficile pour vous parce que évidemment en tant que belle-mère vous pouvez pas éduquer ses enfants comme vous le voulez, mais néanmoins vous pouvez aussi transmettre beaucoup de choses. Vous avez aussi ce rôle de tuteur et vous êtes un autre modèle féminin pour cette petite fille et ça c'est très précieux pour elle. Ne l'oubliez pas. Voilà. Donc en cela vous êtes très aidante et très soutenante pour cet enfant. Merci en tout cas beaucoup de votre appel. Merci. Merci Caroline. Au revoir Alice. Au revoir.
vous si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur, nous parler de vous en toute liberté et sans tabou en appelant le 39 21. Vous pouvez également réagir aux différents témoignages en nous adressant vos mails sur le site europe1.fr, vos SMS au 7 39 21. Bonsoir Camille. Camille, vous êtes avec nous ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Caroline. Je ne sais pas par quoi commencer parce que, en fait, mon histoire n'est pas très originale. Mon mari m'a quittée il y a 7 ans. Nous avions 35 ans de mariage et ça a été un choc absolument épouvantable pour moi parce que j'étais amoureuse de mon mari. Même si au bout de 35 ans, les choses sont plus tout à fait comme au premier jour et qu'on connaît très bien son conjoint. Et c'est vrai que je lui ai trouvé un caractère pas très facile. Il n'a jamais eu un caractère très facile, mais je l'aimais comme ça. Enfin bon, bref, rien d'original parce que oui, ça arrive à des tas de femmes. Mais vous voyez mon problème, et c'est pour ça que je vous appelle ce soir, parce qu'on ne trouvera pas de solution, mais je voulais quand même qu'on en parle, cette solitude qui s'installe violemment alors qu'on ne s'y attendait pas. Et moi, ça fait 7 ans. Et même si quelques-unes de mes amies m'ont dit « mais tu verras, au bout de 5 ans, ça ira beaucoup mieux, tu auras fait le deuil », eh bien moi, j'ai l'impression que c'est toujours hier après-midi que c'est arrivé, quoi. Vous voyez ? Et je tourne en rond dans ma tête. Alors, à ce point-là ? Même si vous voulez, même quand vous dites hier après-midi, enfin parce que vous êtes toujours dans cette oui, comme alors si c'était dans ça oui, venait de se produire. Alors ça va beaucoup mieux parce que bon, vous m'aviez vu il y a 4 ou 5 ans, je n'étais qu'une blessure ambulante. Mais enfin bon, je monte marche après marche et j'atteins des paliers, si vous voulez, où je me stabilise. Mais comme je disais à la charmante jeune femme que j'avais au téléphone tout à l'heure. C'est très difficile parce qu'on fait un pas en avant ou 2 marches en avant et on en redescend 2 ou 3, si vous voulez. Donc c'est tout un travail et c'est pour ça que je vous appelle parce que j'ai l'impression que ça se terminera jamais en fait. Alors ma vie. Pourquoi se terminerait ? Qu'est-ce qui ne se terminera pas ? Eh bien ce manque, cette solitude, tout cette espèce de vide, cet abysse qui s'est ouvert, si vous voulez. Moi, j'arrive pas à combler parce que d'abord, j'ai pas trouvé et je ne cherche pas quelqu'un pour remplacer mon mari parce que moi, je l'aime toujours. Je pense que je l'aime toujours. Donc, j'ai beaucoup de mal. En plus, j'apprends au fur et à mesure qu'il colporte des choses épouvantables, à savoir qu'il n'a jamais voulu la naissance de nos enfants. Alors évidemment, oui, du coup, ça me renvoie vraiment à une interrogation énorme, c'est-à-dire, me serais-je trompée de mec, quoi. En gros, c'est ça. D'ailleurs, un jour, c'est une façon de vous atteindre, ça. C'est une façon de vous faire du mal, certainement. Je ne sais pas, par les enfants interposés, même leur dire à eux, parce qu'il est allé leur dire. Il va leur dire à eux. Oui, il est allé leur alors dire. Ça, à l'un d'entre eux, il a dit, mais de toute façon, c'est extrêmement violent. Ton frère, j'en voulais pas. Et puis toi, ta mère m'a volé. En fait, et pourquoi cette volonté ? Alors, qu'est-ce qu'il a à vouloir tout détruire comme ça ? Parce que c'est terriblement destructeur de faire ça. C'est très agressif. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous appelle, parce qu'il y a les effets de la solitude, et puis il y a je ressasse autour de ça. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez ? Ça vous met pas ? Vous ressentez pas de la colère ? Vous me dites que vous l'aimez encore quand vous apprenez que cet homme va trouver quand même un de vos enfants pour dire ça. Ça ne vous met pas en colère ? Pas plus que ça. Et pas plus que ça. Ah bon ? Plus que ça. Enfin, je lui en veux. Je lui en veux surtout pour eux, pour mes enfants. Parce que je trouve ça très destructeur d'aller dire ça à son enfant. C'est terriblement. D'ailleurs, ils sont très en colère. Il y a de quoi. Très en colère. Mais il n'empêche que j'ai toujours ce charme parce qu'il a, il a un pouvoir de séduction qui est absolument ahurissant et qui très fait encore vénéneux.
Pardon? Très vénéneux. Oui. Ah oui, mais il a cassé. De toute façon, il continue. Alors, moi, mes enfants me disent de temps en temps, parce que je ne pose aucune question sur sa nouvelle vie, je me suis fait très discrète et eux brouillent un peu les cartes, si vous voulez. Ils disent sans dire en disant, enfin bon, bref. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas très heureux. Enfin. Et un de mes enfants de me dire, mais de toute façon, c'est un mec, il ne sera jamais heureux. Oui, enfin, c'est pas parce qu'il est pas très heureux qu'il doit rendre malheureux les autres avec ses paroles assassines. Hein. Voilà, exactement. Alors alors ça c'est le ressassement. C'est le côté je ressasse et je me dis, mais on refait pas son passé, si vous voulez. Il est fait et du coup j'ai beaucoup de mal. En plus, je vis à la campagne après avoir été parisienne. Et si vous voulez, ma vie de tous les jours, et je bascule en permanence dans tous ces avatars, si vous voulez, de la perte d'un être que j'ai quand même beaucoup aimé et beaucoup admiré. Voilà. Et ça me gêne beaucoup parce que ça m'empêche d'avancer, en fait. Et pourquoi êtes-vous partie vivre à la campagne Alors, pourquoi je suis partie vivre à la campagne? Parce que comment vous expliquer, je vivais déjà dans cette maison quand c'est arrivé, quand le drame est arrivé, c'est-à-dire quand il m'a déclaré tout de go qu'il en aimait une autre et qu'il n'aurait pas une double vie. Et donc, moi, je suis partie à Paris parce qu'on avait la chance d'avoir un pied-à-terre à Paris. Et j'ai habité 3 ans à Paris. J'ai entamé une procédure assez vite parce que j'ai bien senti que c'était sans espoir de retour. Et puis je me suis battue parce que ça aussi, ça a été très déterminant dans ma... Enfin, je me battais parce que j'étais une femme blessée et j'étais très en colère après lui. Et c'était une façon de demander à la justice de mon pays de me rendre ma dignité, si vous voulez. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, la procédure est achevée et je peux revenir dans cette maison parce que j'avais une priorité sur la maison dans laquelle je suis actuellement et puis que je suis attachée quand même à cette maison qui est d'un genre un peu particulier. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis revenue. Et puis j'avais besoin de quitter Paris, la foule, enfin le métro, même si Paris m'a beaucoup porté, beaucoup aidé, parce que je suis allée à l'école, j'ai fait l'école du Louvre, j'ai rencontré des femmes qui avaient des gros problèmes de santé, de famille. Ça m'a aidé à me reconstruire. Oui, mais alors là, vous dites qu'à la campagne, alors à la campagne, ça vous a fait du bien un moment de vous retrouver peut-être un peu dans... vous aviez besoin d'un peu de calme, de repos, d'être au contact de la nature, sortir un peu du tourbillon. Comme ça, je l'aime quand même cette campagne. J'aime cette sérénité, mais vous êtes un peu isolée. Mais voilà, je suis isolée parce qu'en plus, je pense que je suis profondément solitaire. En plus, c'est vrai. Mais que j'aime être avec les autres, mais que je suis quand même solitaire et que je traîne avec moi aussi. Et ça, je l'ai noté sur un des feuillets que j'ai tracé avant de vous avoir. Je traîne quand même une problématique d'abandon parce que moi, j'ai perdu mes parents assez jeunes. Et j'ai quand même eu l'impression d'être abandonnée. Et j'ai à la suite du départ de mon mari, j'ai eu ce sentiment d'être à nouveau abandonnée, si vous voulez. Donc je tourne en rond dans cette spirale d'abandon, quoi. Voilà. Alors voilà, c'est compliqué. Et de toute façon, c'est compliqué parce que c'est quand même toute une partie très importante de votre vie. Hein. C'est quand même 35 ans de vie. On tourne pas une page comme ça. Hein. C'est pas une page là à tourner. Donc c'est évidemment cet homme. Pour qui vous avez encore des sentiments. Effectivement, les sentiments peuvent pas s'arrêter du jour au lendemain, même si il y a des moments où vous ressentez de la colère, de l'abattement. Il vous déçoit. Puis il y a des moments, malgré tout, où parfois la mémoire est sélective et où on ne retient que le bon d'une histoire.
Hein, donc, effectivement, 35 ans d'une vie. Bon, voilà. donc vous pouvez pas comme ça très faire. Ça prend du temps. C'est tout un travail de reconstruction. Voilà. Et ce fameux Alors, deuil, ça vous plonge dans le manque. Vous dites le manque. Voilà. C'est ça rouvre des manques et voilà. ça. Vous avez prononcé ça très vite. Ce mot, Oui. Et comme vous dites, vous parlez d'abandon, mais il y a des blessures plus profondes. Vous parlez aussi de la perte de vos parents. Ah oui. Donc, je pense que là, il y a peut-être, ça ouvre d'autres, c'est des deuils qui n'avaient peut-être pas été complètement faits et qui, du coup, aussi se réveillent, là. Ah, tout à fait. C'est pour ça que j'ai du mal à embrayer et si vous voulez, j'ai noté aussi là, je me regarde vivre en fait, c'est un peu ça, je me regarde avoir des activités, je me regarde dans ma journée, j'organise ma journée, mais je me regarde le faire parce que en plus je suis un peu une perfectionniste parce que j'ai peur de rater ou j'ai peur de pas être en forme pour. Alors j'ai fait en sorte de faire les choses de manière régulière. Vous voyez, c'est un timing qui n'est pas spontané, si vous voulez. Oui, vous forcez un petit peu à remplir cette journée, quoi. Mais ça pas. Exactement. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de joie à le faire, quoi, de plaisir véritablement. Voilà. C'est ça, il n'y a pas un véritable plaisir. Bon, vous dites qu'il faut bien faire quelque chose de vos journées. Exactement. Remplir pour ne pas rester dans un... Parce que c'est aussi mon tempérament, hein. J'ai toujours été comme ça. Ça s'entend, c'est ce que... D'ailleurs, il y a des... Vous voyez, il y a des... Les personnes qui nous écoutent le ressentent, puisque il y a Cathy qui dit « On sent en vous une grande richesse. Qu'en faites-vous ?» dit Cathy. Il y a Ninon qui dit on sent qu'il y a de l'énergie dans votre voix, vous n'êtes pas totalement abattu et qui vous fait courage pour la suite. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose de très d'une vitalité. Temps, c'est vrai parce qu'en plus je suis très fière, donc je cache à mon entourage, enfin à quelques amis et quelques rares amis que j'ai ici, je fais la femme forte. Oui, mais dans la voix on ne peut pas cacher. Mais voilà. Vous voyez, vous dites que vous cachez, alors peut-être vous donnez le change, mais avec la voix, on ne triche pas. Voilà, exactement. Donc, ce que les auditrices ont senti dans votre voix, on triche rarement avec la voix. Hein. Il y a beaucoup de choses qui passent, d'émotions. Ça, on peut rarement tricher avec sa voix, vous voyez. Et ça, c'est très difficile. Et j'essaye de ne pas ennuyer les autres. Oui, alors pourquoi, avec vos amis, je ne vois pas pourquoi vous cherchez à donner le change. Parce qu'avec des amis, on doit pouvoir se montrer tel que l'on est. Parce que c'est parfois des femmes qui ont eu aussi des problèmes justement. Ou du même genre, mais il y a une forme de pudeur et ici je trouve en province les gens parlent moins qu'à Paris et puis au bout d'un moment ça devient aussi, on revient toujours sur le même terrain, donc c'est des femmes qui ont aussi leur douleur, si vous voulez. Et moi je respecte la douleur des autres parce que pour être passée par ces douleurs là donc si vous voulez, on en parle parfois, oui, on l'aborde. Bon, ça m'arrive de prendre mon téléphone, de dire, bon, aujourd'hui, ça va pas du tout, je te parle, là, j'ai besoin de te parler parce que vraiment, je tourne en rond, quoi. Et ça m'arrive de tourner en rond dans ma grande maison, hein, ça m'arrive, hein. Mais voilà, c'est très difficile. Alors, bien sûr, j'ai la littérature comme amie, j'ai la musique classique, je brode beaucoup, mais c'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant. Alors comment vous pourriez justement, remplir parce que quand j'ai plus de projets et quand parfois des alors amis... ça serait quoi les projets qui pourraient vous mettre en joie? Alors en plus, je suis tellement casanière que je suis obligée de me forcer j'ai des amis qui m'invitent, allez viens, elles me disent viens, déplace-toi. Qu'est-ce qui pourrait vous mettre un peu en joie? Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas du tout. J'avais pensé louer un camping-car et partir avec mon chien sur les routes de France, mais je suis même pas sûre que ce soit... Vous voyez, en plus, je suis devenue un peu parano. Tiens, pour vous qui êtes casanière, ça serait au contraire l'inverse. Ça serait justement un road movie ça sur les routes de France avec votre chien. J'échafaud des projets insensés parce que
à la fois je me dis, mais une fois que j'aurai fait 50 bornes, je me dis, je ferai demi-tour. Alors ça fait un investissement, parce qu'un camping-car, c'est quand même un investissement si c'est pour faire 50 km. Non, mais je le louerai. Il vaut mieux le louer dans ces cas-là. Mais après tout. Oui, parce que ça coûte très cher. Oui, parce que si vous achetez un camping, mais vous pouvez le louer après tout. J'aimerais faire des voyages. Ça, je pense que des voyages. Mais alors, seul, j'ai beaucoup. Ça, c'est pas mal. Seul, j'ai beaucoup. Alors, j'ai quelques amis. Oui, mais vous savez qu'il y a des agences qui organisent des voyages où justement ça peut être en groupe comme ça. Ça peut être des petits groupes. Oui. Justement, il y a Voyageurs du Monde, il y a qui organisent des petits groupes. Si vous avez des intitulés précis, ça m'intéresse parce que moi, je n'ose pas. Enfin, je pianote pas beaucoup sur mon ordinateur, mais pour il y a des agences qui vous, enfin, c'est vraiment des petits groupes en fonction vraiment de vous choisissez le pays, votre destination, et c'est pas les gros trucs, les gros circuits organisés où vous êtes plein, où vous déplacez avec le bus, les pancartes et tout. C'est vraiment. Oui, non, je veux pas de ça. Je serais incapable de suivre, d'être dans un car et de faire un circuit. Je suis incapable. Tout comme les croisières, tout ça ne m'intéresse pas du tout. En revanche, j'ai vu qu'il y avait des destinations culturelles. Je sais que Radio Classique fait ça. Enfin, il y a plein de choses. Vous qui aimez, ça coûte assez cher. Oui, mais ça peut être. Mais si vous aimez justement la musique classique, il peut y avoir là aussi certainement selon selon vos projets, des destinations, enfin, ça mérite. Alors, de vous renseigner, certains concerts qui sont donnés dans certains endroits. Voilà. Alors, je m'occupe. Ça vaut le coup quand même de vous rencontrer. Et vous pourriez rencontrer des gens qui partagent les mêmes passions que vous. Voilà, je pense que c'est ça. Alors, je m'occupe localement d'un opéra. C'est des amis anglais qui font ça depuis 10 ans. Ça s'appelle l'Opéra de Beaugé, mais c'est pas suffisant. Moi, j'ai besoin de m'en aller à l'étranger, même pour écouter. Mais pourquoi pas ? Parce que c'est ce que vous voyez, je reçois un message d'Eridan qui dit on sent que vous avez eu un univers personnel, un discours dynamique, un paysage intérieur. Oui. Vous n'avez rien de dévasté, dit-il. Il y a NJ qui dit bienvenue au club pour la colère et l'incompréhension dont il est difficile de sortir. Il y a Sergio qui dit plutôt que le camping-car sur les routes comme ça, le road movie sur les routes de France, il y a la Corrèze en roulotte, c'est très tendance en ce moment. Je vous amène. Allez, pourquoi pas ? Je connais bien, je vous ferai visiter. En roulotte, j'ai pas la roulotte, mais je connais bien les routes de Corrèze. J'ai suivi ça. Moi, je disais on voit Brive et tout. J'étais là comme l'aéroport de Brive. Oui. Pour une fois qu'on en parle. On se moque assez de la Corrèze. Moi, on s'est assez moqué de moi quand je suis arrivée à Paris. Oui. On s'est vraiment, c'est fichu de ma tête. La Corrèze et tout. La Corrèze, vous voyez que c'est une grande terre qui produit des présidents. Mais alors, voilà. Attendez, parce que ça me fait rire parce que moi j'ai mon frère. Il y avait Chirac, il y a eu Pompidou, il y a maintenant Hollande. Non mais. Vous voyez, on dit que c'est une terre de pecno, la Corrèze. Je l'ai assez entendu. Non mais maintenant je vais pouvoir leur fermer la bouche à tous. C'est un peu la revanche de Dublanche. Voilà. Écoutez, je pense qu'on n'aura pas trouvé une solution, mais on aura bien ri en tout cas. Alors, il y a Brigitte qui dit allez, oui, partir c'est une bonne idée, ça permet de changer d'air, de voir ailleurs, ça peut permettre d'échapper au fait de ressasser. Et puis il y a Olivier qui dit oui, vous avez vécu cet abandon comme une trahison. Et puis votre mari, c'est sûr, il retourne sa mauvaise conscience contre vous. C'est ça parfois, quand on se sent comme ça, on peut agresser l'autre. Je comprends pas tant de haine parce que je vous l'ai pas dit, mais quand je suis revenue dans cette maison, il avait tout enlevé. Il est parti avec les meubles. C'est violent, oui. Non, mais on sent que c'est violent. Je vous propose qu'on accueille Alain qui est avec nous au 39-21 et qui patiente depuis un petit moment. Alors je le remercie d'être avec nous. Bonsoir Alain. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous avez raison, la Corrèze c'est très beau. Et j'aime bien surtout les rugbyman en Corrèze. Voilà, joli, un homme qui aime le rugby forcément ne peut que me plaire. Je voulais répondre à la dame qui a l'air un petit peu compliquée à mes yeux. J'ai 70 ans, j'étais marié pendant 45 ans, je suis pas parti comme un voleur.
Parce que, bon, tous les hommes ne sont pas des mufs, mais je pense qu'elle a dû tomber sur un muf. Elle a dû tomber sur un muf. Oui. Je le respecte, ce monsieur, je ne le connais pas. Oui. Et par rapport à la conversation que je viens d'entendre par la dame, je pense que cette dame est un petit peu compliquée. Moi, je suis séparé depuis 5 ans. J'ai eu qu'une femme dans ma vie. Je l'aime à mourir. Oui, j'aurai jamais de femme, mais trop compliqué. Un petit peu quand cette dame. C'est pour ça que j'ai voulu répondre. J'ai une femme merveilleuse. J'avais une femme merveilleuse. Que des qualités. Sans elle, je ne suis rien du tout. Mais le gros souci, c'est que madame, votre mari n'a pas été trop gentil avec vous. Voyez du monde, sortez. Les voyages organisés, ne le faites pas. Vous tombez que sur des personnes qui ont les mêmes problèmes que vous et ça vous remue dans la peau. Alors, sortez, voyez du monde. Oui. Et je vais vous dire quelque chose, madame. La solitude n'existe pas, mais si elle existe, la solitude. Bien sûr. Pourquoi vous ne pouvez pas trouver un monsieur gentil, mais c'est pas pour une histoire de sexe, c'est une histoire de compréhension, d'affection, de tendresse et de reconnaissance. Mais maintenant, je pense que ça serait possible, mais c'était pas possible. Il faut le faire, madame. Vous ne pouvez pas rester toute votre vie comme ça. Oui. Moi, j'ai dit à mon épouse, j'ai 70 ans, elle en a 73. Je lui ai dit, écoute, ma chérie, le seul souci que je te demande, que tu ne pourrais pas me faire avant de partir, parce que je vais partir un de ces jours, rencontrera, parce que ma femme, elle vous ressemble à 200%. Lecture. Mais quand je vous écoute, c'est ma princesse. C'est exactement la même. Mais elle est toujours avec vous, non? Non, on vit chacun de son côté, mais ça se passe à merveille. Dans ces cas-là, c'est bien, mais moi, c'est pas du tout le cas. Voilà, alors, étant donné qu'avec vous, il n'a pas été sympa, vous n'avez pas de scrupules à voir, vous voyez du monde, je sais pas quel âge que vous avez, mais moi, je suis un hard rock, je vais en boîte, j'ai écouté le monsieur qui était tout à l'heure, qui était musicien, mais j'étais musicien avant lui parce que j'ai commencé en 1956 au Golfe de Roue. Ah oui, vous voyez, avec Daniel Legan, les Pirates, j'étais avec Eddie Michel et tout. Et moi, ma passion, c'est le hard. Alors sortez en boîte avec des personnes qui vous ressemblent pas. Parce que le problème, c'est que moi, je vis à la campagne. Si vous sortez avec les mêmes personnes que vous, mais sortez avec des gens différents de vous, qui vous... Éclatez-vous, madame, éclatez-vous. Non, bon, je comprends ce que vous me dites. D'abord parce que je suis pas aussi compliquée que j'en ai l'air. Bon. Aussi petit peu, madame. Comme on dit vulgairement, vous m'excuserez, sauf le respect que je vous dois, c'est de la masturbation de cerveau. Ah non, mais on est comme ça, vous savez, on se change pas, monsieur. On est né comme ça. C'est pas Caroline qui va me désavouer. On a des cerveaux. On est avec, et c'est parfois qu'on a des failles dans sa vie aussi. C'est compliqué. La vie fait que moi j'ai perdu mes parents jeunes, et c'est vrai que ça a été le premier drame de ma vie. J'ai le même problème que vous, madame, en 1956, parce que je suis né au Maroc, j'ai perdu papa et maman. Et à 14 ans, j'ai bouffé sous les ponts, et c'est l'armée du salut qui m'a retrouvé, qui m'a mis dans le droit chemin. Et j'ai appris 1 métier, 2 métiers, 3 métiers, 4 métiers, j'ai monté 5 entreprises. Mais je me suis pas pris la tête en disant, j'ai perdu papa, j'ai perdu maman. Non, mais moi non plus. Mais moi, c'est arrivé plus tard. Moi, j'étais jeune femme. J'avais 14 ans, moi. Moi, j'étais un peu plus âgée, mais j'étais... Bon, on va pas rentrer dans la comparaison de vos vies respectives. Mais c'est intéressant ce que vous insufflez comme énergie, comme souffle. Voilà, ça montre qu'il est toujours possible de... Bon, parfois, la vie réserve comme ça des surprises, et que quand on a aimé, quand on a vécu une belle histoire, ça peut revenir à nouveau, et puis que de toute façon, il est important aussi de savoir vivre aussi pour soi, et réapprendre aussi à vivre pour soi, et à retrouver du plaisir aussi dans sa vie. Je vous dis, je monte les marches, mais ça fait déjà 7 ans, et puis je me dis que écoutez, ça dure. C'est un cycle, mais voyez, alors par rapport à vous qui aimez la musique classique, il y a Marie qui envoie un petit SMS pour dire, puisque vous aimez, penser à Vienne, les opéras, la musique classique, pourquoi pas. Il y a Gully Girl qui dit, vous qui voulez partir avec votre camping-car, pourquoi pas partir carrément avec Sergio, puisqu'il vous suggérait de partir sur les routes de la Corrèze. Vous pourriez partir tranquille, Olivier le patrouilleur veille sur nos routes. Voilà. Faut mettre de la musique violente pour que ça la réveille, mettre du Crocus, du Saxon, du Led Zeppelin ou du AC/DC, ça va la réveiller parce qu'elle est capable de s'endormir au volant. Mais non, mais pas du tout, parce que je
Alors, je vais vous dire, je fus une excellente rockeuse parce que je dansais magnifiquement le rock et j'avais un mari qui était un joueur de guitare électrique. En plus, oui. Franchement, j'ai fait partie de cette période. Eh ben, je suis pas étonné. Les musiciens sont tous des buffles. Voilà. Et les Maudits Blues, Alain, c'est vraiment les années 60 ? Ah oui. Bon, oui, écoutez, oui. Il y a eu les Big Soum, les Schumann, les Aiglons, les Vautours, les Boys, les Pénitents. Il y avait ces noms-là, les Vautours et les Aiglons ? Bien sûr, les chaussettes noires, tout ça. Oui, les chaussettes noires, oui, ça, oui. Il y a eu les Vautours, il y a eu les Aiglons. Nous, on a les Maudits Blues en stock, on va les passer rien que pour vous. Voilà. Vous allez pouvoir danser là avec Camille. En tout cas, on aura bien ri. C'est passé un très bon moment. Bon, allez, c'est l'essentiel. Et un jour, vous allez avoir le bonheur de rencontrer un monsieur super gentil. J'espère. Mais ça va venir, mais j'en suis convaincu. Écoutez, je vous qui vous fera écouter du AC/DC comme ça sur les routes. Je rappellerai Caroline pour vous en faire part. Avec plaisir. Mais l'amour existe toujours, madame. Ne croyez pas parce que vous avez aimé un homme. Je sais que le deuxième, vous l'aimerez pas pareil. C'est obligé. Bon. Mais au moins, vous ne serez pas seul, parce que vous dites que vous êtes solitaire, mais la solitude, vous savez, moi, heureusement que je m'occupe, je travaille encore à mon âge, hein. Si j'avais pas ça, je serais foutu. Ah mais oui, mais c'est très très dur ça. Il faut une grande force de volonté, une grande volonté pour ça. Alors merci à Christiane qui a appelé le 3921 qui dit puisque vous aimez la musique classique et les voyages, Christiane dit je peux vous indiquer le festival de Fès au Maroc, le festival de Salzbourg qui est dirigé cette année par Cécilia Bartoli, une valeur sûre. Comment ? C'est mon pays le Maroc. Ah ben voilà. Je suis né à Rabat. Ah oui, c'est magnifique. J'ai pris mon bateau à Casablanca en 1956. Bon, je suis pied noir, mais à cette époque-là, quand j'ai débarqué à Marseille, il n'y en avait pas beaucoup de pieds noirs. Hein. C'était les années yéyé, comme on est rentré. Hein. Voilà. Merci Alain. C'est un très beau pays. C'est un très beau pays. C'est un très beau pays, effectivement. Voilà. Merci beaucoup pour votre bonne humeur, Alain. Ça fait plaisir à entendre. Et rien que pour vous, les Maudits Blues. Et tout de suite. Embrasse cette dame très fort et lui dites attention, vivez, pensez à vous. C'est très gentil. Je vous embrasse également, tous les deux. Au revoir Camille. Au revoir Alain. Et puis Brigitte revient sur le témoignage de Camille en disant c'est temps que c'est compliqué pour vous, mais après tout, après 35 ans de vie commune, allez, il faut persévérer, sortir de chez vous et garder espoir surtout. Et puis Orchidée dit cet homme, ne vous méritez pas, vous n'en parlez d'ailleurs pas en termes très élogieux finalement. Ce qui est pris est pris. Félicitez-vous d'avoir connu ce long mariage. Maintenant, il faut aller de l'avant en rencontrant de nouvelles personnes, en faisant de nouvelles expériences. Vous êtes dynamique. Encore beaucoup de belles surprises vous attendent si vous vous donnez la chance de les vivre. Courage à vous. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. En fait, je vous appelais parce que je voulais parler en fait du problème que j'ai vécu en fait et que je vis toujours malheureusement parce que ça s'est pas solutionné. Un jour, je prenais les transports normalement et puis un jour j'ai pris le TGV et j'ai souffert de ce qu'on appelle la claustrophobie, c'est-à-dire l'impression d'être complètement enfermé et d'étouffer, de ne pas comprendre ce qui vous arrive. C'était pas dans un tunnel spécialement. Non, c'était pas dans un tunnel. Non. C'est un TGV en fait. D'accord. Donc sur une longue distance et puis tout d'un coup, j'étais en train de lire une revue et puis je comprends plus ce que je lis. Je me sens dans un mal-être. Et j'ai compris ce que c'était. Je l'ai vécu, disons, la claustrophobie des transports. La phobie des transports. La phobie des transports. Ce qui est assez curieux parce que vous avez l'impression d'être vous êtes tellement dans votre angoisse que vous êtes plus dans la réalité, quoi. Vous êtes, vous avez des palpitations, vous avez un malaise, vous vous étouffez en fait, sans comprendre pourquoi en fait. C'est ça qui est. Ça saisit brutalement, ça arrive comme ça. On comprend pas pourquoi. Oui, vous aviez déjà pris auparavant le TGV sans problème. Ça m'arrivait à l'âge de 23 ans en fait. Ce problème-là, donc j'avais été à Montpellier sans problème, en vacances à Marseille, je n'avais pas du tout ça, et cette année-là, donc ça s'est déclenché comme ça, brusquement, et ça a été donc c'était un terrain inconnu, donc c'est vrai que j'avais déjà eu des petits
des petits malaises, mais très légers en fait, en car, en déplacement. Ouais. Mais ça n'avait pas eu le temps de se développer comme ça en fait. Et donc du coup, je suis arrivée sur mon lieu de vacances en fait. Et le problème, c'est que ça a perduré en fait, ça revenait quoi. Ça a dû être tellement fort. Alors, ça se manifestait comment après sur votre lieu de vacances? Eh ben toujours la sensation de. J'étais sous le choc en fait, pour vous dire. Donc en fait, j'avais toujours un peu des étouffements. J'avais en même temps des brûlures dans le corps. Enfin bon, je ressentais comme des brûlures dans mon corps, des choses. Enfin, je comprenais pas. Même alors que vous n'étiez plus en situation. Oui, j'étais plus en situation. Vous étiez angoissée. Oui, ça s'est c'était une angoisse, je pense. Ça s'est transformé en angoisse. Ouais, ça s'est transformé en angoisse. Et donc, ça. Qu'est-ce que vous ressentiez pas d'étouffement, pas une sensation d'étouffement, des brûlures? Alors si, l'étouffement aussi. Hein, d'accord. De boules dans la gorge. De brûlures dans la gorge. D'accord. Et, dans toute la partie du haut du corps. Du haut du corps, oui. Voilà. La trachée. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc après, effectivement, j'ai dû prendre des médicaments. Des anxiolytiques. Voilà, le problème, c'est que je pouvais plus du tout rien manger. En Qui fait. vous ont été prescrits par un médecin généraliste? Oui, qui était juste en face de l'endroit où j'étais en vacances. Oui. Et je n'ai pas pu malheureusement prendre, parce que même au niveau de la gorge, j'étais pas à l'aise en fait. Vous aviez du mal à avaler? Oui, j'avais du mal à avaler. Et j'avais toujours l'angoisse de ce transport-là. Finalement, je pensais au retour déjà. Oui, vous appréhendiez pour le retour. Vous deviez repartir en TGV. Voilà, donc je me disais, oh là là. Et donc ça, c'était au moment de votre départ en vacances. Hein. Voilà, tout à fait. Mais vraiment la sensation de mourir, quoi. On va mourir sur place. Oui. Une attaque de panique un peu. Hein, c'est de la panique. Ça dure pendant 3h30, parce que c'était pour aller à Marseille. Ça a duré tout le temps du trajet. Une demi-heure à peu près. Au bout d'une demi-heure, j'ai commencé à lire. Et puis là, je sais plus. Donc après, je vois que j'étouffe et puis Ça a dû vous sembler très long. Vous étiez seule? J'étais seule, tout à fait. Oui, ça a été très très long. Et vous n'avez pas pu en parler Alors j'ai été voir quelqu'un en lui expliquant que j'étais pas vraiment bien, une dame qui travaillait vous savez, dans le petit coin de la restauration. Oui, là, en fait. Oui, c'est bien. Vous avez eu un bon réflexe. C'est bien d'en parler. Donc je lui ai dit, écoutez, je suis pas bien. Je voulais entendre quelque chose. Bon, elle n'a pas pu faire grand chose pour moi, malheureusement. Puisque après, elle a vu, elle est repassée, mais j'ai tout fait quand même, mais bon, je le cachais aussi vis-à-vis des gens. Et oui, alors que justement, ce qui est important, c'est de pas essayer de cacher, et c'est après souvent on ventile trop et ça peut être même respirer dans un sac dans ces cas-là, parce qu'on fait et c'est pouvoir au contraire un peu en parler et c'est le réflexe que ont toutes les personnes qui ont c'est la peur que les autres s'en rendent compte, donc essayer de dissimuler son trouble, et plus on cherche à le dissimuler, plus au contraire ça s'accroît. Alors qu'il faudrait pouvoir dire je me sens pas bien, en parler, et souvent ça s'apaise, le fait de pouvoir en parler, de pouvoir dire c'est mieux, en fait, voilà, ça permet d'évacuer. D'aller vers les gens et pas de rester dans son coin. Permet d'évacuer, mais comme on sait pas la première, surtout quand ça se produit la première fois, on cherche on est pétrifié et on cherche au contraire à dissimuler. Voilà. Effectivement, la première fois on sait pas du tout et on comprend pas ce qui nous arrive en fait. Mais vous avez raison, il vaut mieux en parler, c'est vrai, aux gens autour et plus proche des gens. Et ces vacances, c'était... je retournais chez mes parents, en fait. Je m'entends bien avec mes parents, mais c'est vrai que peut-être vers 20 ans, j'avais pas vraiment pris mon indépendance. Il y avait peut-être aussi de l'ennui. J'avais plutôt une vie... je travaillais, mais bon, j'avais une vie plutôt sentimentale qui était creuse, qui était vide. Plus un boulot qui était pas très intéressant, donc je pense qu'il y a eu tout un contexte qui a fait que en prenant ce train-là, plus des vacances qui étaient peut-être un peu trop ennuyeuses quelque part, ça... Oui, c'était la perspective de vous retrouver comme on est, le terme même de vacances, se retrouver ce temps libre comme ça, vide finalement, face à soi-même, et cette sensation d'ennui, ça peut être vertigineux.
Oui, parce que c'est vrai que quand on est jeune, moins jeune, je parle plutôt quand j'avais donc cet âge-là, parce que j'ai 20 ans de plus là. D'accord. C'est vrai qu'on s'imagine toujours qu'on va vivre plein d'histoires d'amour en vacances, ou moi une belle histoire. Donc j'avais vécu des petits bouts d'histoire, mais c'est pas vraiment de l'amour, malheureusement. Et donc c'est vrai qu'on a des espoirs en soi. Et puis au fil du temps, j'ai l'impression que tout ça m'a abandonnée en fait, en même temps, dans le train. C'est comme si, je l'ai ressenti ça dans le train, c'est curieux. J'ai ressenti cet étouffement et en même temps que tous ces espoirs, j'allais vers nulle part, quoi, en fait. C'est assez bizarre, ouais. Comme si tout s'effondrait là un petit peu dans cet endroit-là, quoi, en fait. Puisque ça faisait longtemps que j'étais toute seule, j'avais vraiment vécu des histoires très très courtes. Ça se comptait en nombre de jours, même à la limite, vous voyez ce que je veux dire. Donc, à l'âge de 23 ans, c'est pas vraiment vivre une histoire d'adolescence Donc c'est vrai que j'avais l'impression que tous mes rêves m'avaient un peu abandonnée. Et vous étiez un peu triste. Un peu triste, ouais, parce que on a des rêves et puis finalement, au fil du temps, les choses se mettent pas forcément en place comme on le veut, ou c'est assez long entre l'âge de 16 ans, 23 ans, c'était assez long quand même, je trouve. Et puis donc comme je pouvais plus administrer des comment vous appelez, les médicaments, j'ai eu des perfusions finalement. Après, pendant les vacances. Parce que vous n'arriviez pas à les avaler. Voilà, donc une infirmière venait me faire tout à fait une piqûre chez mes parents. Bon, c'est vraiment pas des bonnes vacances, je vous assure. Non. C'était les plus mauvaises vacances de ma vie. Mais alors aujourd'hui, 20 ans plus tard, vous avez 43 ans, vous avez toujours la phobie des transports ? Et effectivement, le problème, c'est que alors j'ai pris la voiture parce que j'étais en couple, je suis restée en couple pendant 12 ans. Donc j'ai pris la voiture ensemble. Alors donc ces rêves qui à un moment vous aviez l'impression que tout s'effondrait, pas de longues histoires. Vous avez eu une longue histoire pendant 12 ans. Tout à fait. Oui. Mais en transport, c'était jamais vraiment ça, quoi, en fait. Malgré tout, il en restait quelque chose. Pas forcément pas aussi fort que cette première crise. Voilà, pas aussi fort, mais en même temps, j'étais pas vraiment à l'aise, pas bien. Alors, pas spécialement d'étouffement, mais plutôt des angoisses, quoi, en fait. Bien que, comme j'étais amoureuse, c'est vrai que on voyait un peu les choses d'une autre manière, et du coup, je le vivais quand même mieux, parce que je partais avec mon ami en vacances, c'était différent, en fait. C'est vrai que c'était carrément différent. Et ensuite, après, au niveau du train, j'avoue que je ne suis remontée qu'une fois 1 heure dans un train. Et c'est vrai que ça s'est pas vraiment bien passé. Donc ça revenait toujours. Donc, vous évitez plutôt. J'ai évité tant que pour moi il n'y avait pas, tant que je comprenais pas vraiment le problème. Je me suis dit, ça sert à rien que je souffre sans comprendre. Et l'avion, ça vous fait ça aussi ? Alors, l'avion, j'ai le sentiment en avion, ça me paraît mieux. Parce que j'ai pas l'impression de mourir parce qu'il y a une certaine hauteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça me fait pas peur, la hauteur. D'accord. Parallèlement, contradictoirement, ça me fait pas peur. Je ressens l'enfermement d'une manière, parce que un petit peu, c'est différent dans l'avion parce que déjà, même si on part dans le sud, c'est qu'1 heure, quoi, en fait. Et en 1 heure, il y a les hôtesses de l'air, c'est un peu plus vivant, quoi. Vous vous sentez quand même un peu plus encadré. C'est différent, en fait. Je dis pas non plus que pour y aller, pour prendre le transport même, j'ai toujours eu cette crainte à aller rester quand même, parce que c'était assez fort quand même, ce que j'avais vécu. Donc, c'est vrai que j'ai repris l'avion, j'ai eu du mal à aller jusqu'à l'aéroport, parce que j'imagine toujours le pire. J'imagine toujours que tout peut revenir, en fait. Parallèlement, j'ai été voir des psys, bien sûr. Et on a parler de ce problème, en fait, du transport. Dans ces distances, je peux prendre le métro. Ça me pose pas spécialement souci, sauf quand le métro est coincé sous un tunnel. Effectivement, tout se remet en place. Mais en dehors de ça, en général, ça dure pas longtemps. Vous avez fait une thérapie comportementale ? Alors, j'en ai fait 2, oui. Alors, j'en ai fait une... j'ai été voir une psychanalyste. Psychiatre, pardon.
Donc elle m'a fait le lien entre... parce que j'ai une maman qui est gentille mais qui est autoritaire en fait. Et elle m'a fait le lien entre le fait qu'on m'a donné l'éducation avec des choses assez fixes en fait. Et comme ça fait un peu référence à ma mère qui avait toujours aussi peur que je meure dans les transports quand j'étais jeune. Vous savez, dans les cars, on entendait souvent des histoires. Et elle avait toujours peur qu'il m'arrive quelque chose, comme des enfants qui partent en car. Il y avait toujours des accidents, malheureusement. Ah oui, d'accord. Voilà, donc elle en avait fait, toujours peur de ça. Elle avait peur vraiment de ça. Elle avait peur quand je faisais de la patinoire, qu'on me scie les doigts. Enfin bon, elle a toujours eu pas mal d'angoisse. Une mère très anxieuse. Très anxieuse, oui. Ouais. Qui pense que quand je faisais du vélo, à un moment donné, j'avais disparu. Elle hurlait, on aurait dit que j'étais déjà morte sous la voiture. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Donc c'est vrai que du coup, j'ai des parents qui sont très angoissés tous les deux, mais ma mère beaucoup plus sur les transports enfants. Oui, qu'il arrive quelque chose de grave et en plus dans les transports. Et dans les transports, oui, tout à fait. Et donc, l'histoire, c'est que comme elle avait peur de ça et que plus jeune, je devais partir en classe de nature, je suis pas partie, donc j'ai quand même boudé en tant qu'enfant, montré que j'étais mécontente. Donc ils m'ont emmenée quand même, parce que là je voulais pas non plus, je comprenais pas pourquoi tout le monde y allait sauf moi. Donc là je me suis imposée en tant qu'enfant et j'y étais. Mais ils m'ont accompagnée, ils m'auraient pas laissé partir en dehors d'eux en fait. Et tout ça pour vous dire qu'en fait après j'ai fait aussi. Mais il y a une difficulté à se séparer, donc vous voyez aussi, se séparer de vous parce que vous voyez, ils vous laissent pas partir, ils vous accompagnent. Ils vous laissent partir, mais ils vous accompagnent. Donc, c'est au moment où vous étiez partis et vous revenez vers eux quand même. C'était les vacances où vous étiez en train de rentrer chez vos parents. Oui, tout à fait. Ce que ça représente. Et l'autre thérapie. Le fait de partir, vous voulez dire de les quitter ou de la séparation en fait. Oui. Moi, j'ai eu énormément de mal à prendre mon indépendance. Oui, ça c'est pas surprenant. Avec les parents que vous décrivez, avec cette maman très très anxieuse. Vous avez eu du mal, parce que eux n'arrivaient pas à se séparer de vous. Oui, mais elle avait très peur. Enfin, vous aviez du mal à vous séparer. Aussi. Donc, c'est-à-dire, qu'il fallait vraiment faire comme elle veut. Mais même, on allait au cinéma, on allait voir son film à elle. Si mon film, je parle pas enfant, parce que bien sûr, enfant m'emmenait, mais sinon, plus grand, si son film, si le film que je lui proposais ne l'intéressait pas. On était chacune dans une salle différente. Donc, il n'y avait pas de compromis, déjà. Ah oui, en effet. Oui. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'était difficile. Donc, j'ai pris mon indépendance à 30 ans. Et parce qu'on s'est disputé, parce que je ne sais même pas à l'heure actuelle si je serais... donc vous avez pu quand même un peu parler, de puiser un peu dans ces racines. Il y a des choses qui persistent, mais un petit peu atténuées. Il y a Sergio qui dit, moi je suis sûre qu'une balade en moto ou en camion peut-être exorciserait ce mal des transports. Si déjà vous pouvez prendre le métro et autres. Bon, vous savez que Freud, le grand Sigmund, avait la phobie du train. Il n'y avait pas l'avion à son époque, mais c'était il était, vous voyez, pourtant, il était très très phobique du train. Je savais pas parce que pas de quelqu'un de connu. Je pense oui. C'était donc bon. Et j'ai fait une thérapie comportementale aussi. Voilà, d'accord. À la Salpêtrière, qui s'occupe de ça. Mais bon, c'est pas encore. Alors on a fait un début et le début ça a été justement de. Alors ça a commencé tout simplement, ça va vous faire rire. On est enfermé dans des toilettes en fait. Ah oui. C'est-à-dire que on vous enferme, la clé, on l'a pas. Sympathique. Vous êtes seul dans les toilettes enfermé. Voilà, vous êtes seul. D'accord. Il y a un espace, on n'est pas dans le cabinet. Pour des personnes phobiques, c'est bien, Et donc, alors, le thérapeute est derrière ? Et le thérapeute n'est pas très loin. Il décide de repasser d'ici 20 minutes. 20 minutes, dites-moi, si vous faites une crise, vous avez le temps d'être mal pendant 20 minutes dans les toilettes. J'avais mon téléphone, mais je ne l'ai jamais utilisé, en fait, si vous voulez. Oui. J'ai mon téléphone, que j'ai jamais appelé. Si vous avez un faire problème, un beau malaise, vous m'appelez. Oui. C'est vrai que du fait d'avoir l'objet sur soi,
on se sent rassuré quelque part. Oui. Même si. Oui, ça peut paraître violent au départ. Je suis phobique. On vous confronte à votre phobie. Oui. Je suis phobique. On vous enferme dans les toilettes. On vous enferme dans les toilettes. Et il y a un téléphone. Et au début, par contre, je pouvais pas lui donner mon téléphone. Comme alors ça, ils ont des toilettes comme ça, et puis il y a 10 patients qui sont enfermés dans les 10 toilettes. Oh, pas 10 patients, mais c'est peut-être à tour de rôle par moment, parce que ils sont plutôt spécialisés dans... Ils ont des logiciels, mais ils sont pas encore pour ceux qui souffrent de claustrophobie. Ils ont plutôt des logiciels pour les gens qui ont peur des araignées, vous savez. Et alors, qu'est-ce qu'ils font face aux araignées? Eh ben, il y a des logiciels interactifs. Ils les amènent au jardin des plantes et ils les mettent devant les... Non. C'est interactif, en fait. Il y a des logiciels assez complexes où la personne, quand elle est dans le logiciel, elle est confrontée à sa peur. C'est presque... je crois que je préfère être devant un logiciel parce que je me dis au moins c'est du virtuel que d'être enfermé dans les toilettes. Hein. Oui, mais bon, les toilettes, c'était pas mal quand même, dans un sens. Ah bon, vous avez aimé ça? C'est-à-dire que c'est bien aussi d'être confronté à... Ouais, mais les toilettes, c'est pas pareil. Les toilettes, on sait qu'on peut en sortir, qu'à un moment, on va venir vous chercher. Le train, je trouve qu'il y a le côté dans les transports. À un moment, vous avez beau dire, je veux sortir, je veux descendre, le train, il va pas s'arrêter pour vous. Voilà. L'avion non plus. Ouais, c'est sûr. C'est ça, il y a ce côté-là. Vous n'avez aucun contrôle sur les choses. Ouais, c'est vrai. Vous voyez, il y a ce côté, une voiture, c'est rare la phobie, ça existe, parce que tout existe. Les phobies, elles se portent sur tout et n'importe quoi. Oui. Mais la voiture, à un moment, vous pouvez vous arrêter. Oui. Le train, la phobie des transports, train, métro, avion, tout ça, vous ne contrôlez rien. Il y a quelqu'un qui décide pour vous. C'est ça, oui. Et vous avez beau dire, vous avez beau, c'est ça, c'est la crainte souvent d'être malade. Vous êtes malade dans les transports et vous avez beau dire, je suis mal, j'ai envie que ça s'arrête, que d'être bien, on n'arrêtera pas pour vous. Dans les faits, parce que si vous êtes vraiment malade, on arrêtera, on va écouter l'avion, on va arrêter le train. Mais il faut vraiment être très malade, quoi. Oui. Bon, donc vous contrôlez rien et c'est ça qui est un peu paniquant. Et plus vous pensez à ça, plus vous êtes mal. Oui, voyez, ça, donc enfermé dans les toilettes, bon, il y a bien une bonne âme qui va vous entendre et qui va venir vous délivrer. Ouais. Bon, on va pas faire flipper les gens qui sont phobiques, qui vont rêver après toute la nuit, qui sont enfermés dans les toilettes. Non, je vous embrasse, en tout cas, c'est l'heure. Je vous remercie. Merci, en tout cas, Christelle, de nous avoir appelés. Au revoir. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves.